Bien, on va démarrer. Merci à tous d'être présents pour donc ce cycle séminaire Ad Systemix. On a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Étienne Côme, qui est un chercheur, un ancien collègue d'ailleurs de Livestar, qui fait des travaux en apprentissage statistique et appliqué à des sujets de mobilité. Je pense qu'aujourd'hui, il va vous parler d'un certain nombre de travaux qu'il a menés pour de l'exploration sur des données de billettique ou de comptage de véhicules ou de smart card, d'utilisation de systèmes partagés. Je pense qu'il va se concentrer, il va vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite un peu la teneur de ces travaux. Je pense que ça fait écho à un certain nombre de projets qu'on a à l'IRT, c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis, il y a un côté à la fois théorique sur les algorithmes qui sont derrière, et puis aussi un atterrissage techno et informatique qui est, à mon avis, intéressant par rapport à l'écosystème de l'IRT. Voilà, je lui laisse la parole. Il a fait une carrière au début à l'UTC, à l'Université technologique de Compiègne, avant d'arriver à Livestar, où il a fait sa carrière. Je le connais tellement que j'avais oublié de présenter un petit bout de sa carrière. Voilà, je te laisse la parole. Je pense que c'est pas la peine que tu aies le micro, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais par contre, tu as un micro-cravate pour la Ok, saisie. eh ben, merci pour cette introduction. Donc, Étienne Côme, Livestar, en résumé. Et je vais vous parler de données smart card. Donc, les données smart card, c'est votre passe Navigo, c'est quand vous vous servez d'un Vélib, vous laissez une trace quelque part. Et il y a une petite ligne qui est inscrite dans un fichier qui après peut être utilisé. C'est des données qui sont intéressantes et qui sont utilisées actuellement, mais qui ont des origines plus anciennes. Là, vous avez une photo de jeunes dames anglaises en 1920 qui comptaient sur les billets des différentes lignes de métro londoniennes, l'origine et la destination, pour établir des statistiques de fréquentation sur les différentes lignes. Donc déjà à l'époque, on avait des supports papier qui permettaient de tracer et de récolter une information parcellaire. Pas parfaite, il y a des tickets qui devaient être perdus, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, hein, elles ne sont pas parfaites ces données-là, mais qui nous donnaient une information sur l'utilisation par les usagers des systèmes de transport. Donc des origines anciennes. Bon, de manière générale, avec l'explosion des nouvelles technologies, quand on se déplace, on laisse des traces, et beaucoup de traces, partout, et en particulier des traces digitales. Alors là, j'ai un petit slide pour résumer différentes sources de données sur lesquelles on a travaillé ou sur lesquelles on n'a pas travaillé. Il y a des choses qui sont classiquement utilisées en transport, comme des boucles électromagnétiques qui permettent de compter le nombre de passages de véhicules sur un point du réseau. Il y a nos fameuses smart cards qui sont utilisées au portillon automatique d'un réseau de transport en commun sur un système de vélo en libre service. Et puis il y a des sources de données un petit peu différentes qui peuvent compléter. Par exemple, le Wi-Fi ou le Bluetooth peut aussi être utilisé pour capter des informations sur des traces de déplacement. On a travaillé sur de la reconstruction de matrices origine-destination à partir de capteurs Bluetooth en Australie. Donc c'est des choses qui existent. Nos achats, nos tickets de caisse, les banques aussi ont plein d'informations sur la manière dont on se déplace. En plus, ces informations peuvent potentiellement être corrélées avec d'autres habitudes, nos habitudes de consommation. Et donc, c'est des jeux de données qui doivent être intéressants, même si nous, on n'y a jamais eu accès. On se doute qu'il y a du potentiel derrière. Et puis bon, d'autres sources, en particulier notre smartphone, qui est, je pense, le plus gros générateur de traces numériques sur nos déplacements. La start-up de Google, SmartWalks Lab, est en train d'essayer d'utiliser ces données-là pour mettre en place l'équivalent des enquêtes ménage-déplacement avec une fréquence de mise à jour de 3 mois, alors qu'à l'heure actuelle, c'est 5 à 10 ans. Donc il y a quand même des modifications importantes sur la manière dont on mesure nos habitudes de déplacement qui vont être induites par ces nouveaux capteurs qui enregistrent des informations. Et nous, et dans cet exposé-là, je vais surtout vous parler de deux sources, enfin de deux contextes d'utilisation qui sont les systèmes de vélo en libre service et les transports en commun, avec comme traceur la smart card. Mais potentiellement, ce n'est pas limité à ça.
C'est des données qui au départ sont volumineuses, très peu riches. On a a priori juste un instant, un lieu, éventuellement un identifiant d'usager, et de manière massive, mais pas beaucoup plus d'informations que ça. Et donc il y a du travail à faire pour essayer de tirer de la valeur et de l'information de ces données brutes, qui sont très peu riches. Et nous, une des thématiques qui nous intéressait aussi, c'était d'essayer de communiquer autour des résultats, autour de visualisation et de permettre une exploration de ce qu'on trouvait, pour permettre la réappropriation. Alors sur notre positionnement, alors moi je viens plutôt de l'apprentissage statistique, comme ça a été dit, de l'apprentissage non supervisé en particulier, et donc des approches qui vont essayer de trouver des structures dans des jeux de données un peu massifs, sans trop d'informations a priori. On va essayer de laisser parler les données, même si on fait toujours des hypothèses. On ne les fait pas vraiment parler toutes seules, il faut forcément apporter un petit questionnement et un minimum d'hypothèses pour arriver à dire quelque chose. Et on travaille plutôt avec des exploitants ou avec des collectivités, donc notre vision applicative, elle est plutôt orientée vers ces applications-là. Alors, peut-être un petit mot sur les modèles génératifs. Je vais en décrire plusieurs dans cette présentation. Donc, c'est des modèles qui permettent de décrire et de définir le mécanisme de génération des données qu'on observe. Ce n'est pas des modèles qui sont orientés vers des tâches de prédiction, c'est des modèles qui sont orientés vers des tâches de description, on va dire, des données observées. Souvent, ça inclut des variables qu'on va supposer exister, mais qui ne sont pas observées, et qui vont nous permettre d'encoder des informations sur les structures qu'on suppose dans notre jeu de données. Par exemple, l'existence de groupes qui ont des comportements différents, l'existence de variables synthétiques qui ne sont pas directement observées, mais qui influencent le comportement du système, et qu'on va essayer de reconstruire à partir des données qui, elles, sont observées. C'est des modèles qui peuvent être utiles pour avoir une vue un petit peu synthétique du fonctionnement du système et pour générer des nouvelles données. Et donc, il y a des liens qui peuvent être faits avec des approches plus orientées simulation. Et puis, sur tous les nouveaux algorithmes et les tendances autour des réseaux de neurones, il y a aussi des ponts qui se font entre ces modèles plutôt statistiques, modèles de mélange, modèles à variables latentes, et des approches plus réseaux de neurones, avec en particulier les réseaux de neurones adversariaux, les GAN, les auto-encodeurs variationnels qui établissent des ponts entre ces différentes approches et qui limitent aussi le type d'hypothèse qu'on fait et qui restreignent en particulier des hypothèses de linéarité, de forme des fonctions qu'on cherche. Moi, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ces liens existent. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et je vais commencer, ma présentation sera en 2 temps. Je vais d'abord vous présenter des travaux qu'on a fait sur les systèmes de vélo en libre service, puis je parlerai dans un deuxième temps de travaux sur les transports en commun. Donc sur les données de vélo en libre service, donc les systèmes de Vélib quand ils fonctionnent, il y a 2 sources de données qui sont construites à partir des données smart card. Il y a d'abord des données de stock, c'est-à-dire le nombre de vélos et le nombre de bornes disponibles dans toutes les stations du système à un instant T. C'est des données qui sont en open data quasiment partout parce que c'est ce qui permet d'offrir à l'utilisateur le service où est-ce que je vais pouvoir déposer mon vélo, où est-ce que je vais pouvoir trouver un vélo. Et là, c'est vraiment des API d'interrogation à un instant T, quel est l'état du système en termes de stock. Mais les données smart card enregistrent aussi des flux. Et donc, on a des origines-destinations avec des heures de départ et des heures d'arrivée et des identifiants usagers qui sont logués dans ces systèmes, dans tous les systèmes. Alors, ces données-là, généralement, elles ne sont pas en open data, en particulier en France, parce qu'on considère que c'est des données à caractère personnel. Et du coup, on ne veut pas aller vers de la mise à disposition en open data. Par contre, dans des pays anglo-saxons, c'est des données qui sont disponibles. Donc vous pouvez trouver des jeux de données d'origine-destination sur les systèmes de Londres, de New York ou de Boston, où vous avez tous les déplacements qui sont enregistrés par le système, en termes d'origine-destination, heure de départ, heure d'arrivée. Quand c'est en open data, on efface la colonne identifiant utilisateur quand même. Il n'y a que Londres qui avait oublié d'effacer la colonne, mais qui s'est rendu compte de son erreur et qui, depuis, l'a effacée. Mais ça peut arriver. Donc voilà les données qui sont récoltées au départ sur le fonctionnement du système.
Alors, je vais d'abord parler de ce qu'on a fait sur les stocks. Alors, les stocks, là, c'est juste une petite animation sur une semaine. Alors ça, c'est nos premiers travaux sur ces données-là, donc c'est en 2013. Et vous avez toutes les heures un petit GIF qui vous dit où sont les vélos dans Paris. Et on voit déjà un motif apparaître de manière très très claire avec ce mouvement centre-périphérie qui s'observe de manière assez massive. Et puis à la fin de la journée, les vélos qui se redispatchent à l'extérieur. Là, il y a deux phénomènes qui se superposent. Il y a à la fois les mouvements, ce qu'on observe, c'est les stocks dans les stations. Donc il y a à la fois les mouvements des utilisateurs et les mouvements de régulation effectués par JC Deco en fin de journée pour ramener les vélos en haut des buts et essayer de rééquilibrer un peu le système. Mais rien qu'avec les stocks, on a déjà quand même une image de comment est-ce que notre système fonctionne. Et on voit qu'il y a un problème de balance qui n'est pas si facile à régler, que la régulation, c'est quelque chose de difficile sur ces systèmes-là. Et on a un mouvement qui est quand même un peu répétitif, qui est observable dans ces données. Alors on a mis en place un site qui s'appelle VLStat où on récoltait de manière périodique tous les quarts d'heure les statistiques de stock sur l'ensemble des stations de 25 systèmes. Alors c'est pas facile à gérer en étant juste un chercheur et peut y avoir des liens morts et des périodes de trous dans les données parce que je suis tout seul à m'en occuper, donc forcément la maintenance n'est pas d'une qualité parfaite. Mais il y a quand même beaucoup de jeux de données qui ont été enregistrés et qui sont disponibles parce que ce qui nous semblait intéressant, c'est de construire des données historiques et de passer de la vision instantanée qui est celle qu'on offre à l'utilisateur pour récupérer un vélo ou savoir où le poser, à une vision historique où on a le fonctionnement sur un temps plus long du système pour faire des analyses, essayer de faire des comparaisons entre les systèmes avec des métriques assez simples. Et donc sur ce site, vous avez différents modules de visualisation de statistiques un peu basiques. Vous pouvez naviguer dans les dernières données qui ont été remontées et vous pouvez télécharger les données brutes qui ont été captées pendant plusieurs années sur ces différents systèmes-là. Donc là, c'était vraiment un travail de collecte et de remise à disposition de données qui sont sous des licences open data, mais qui ne sont pas disponibles sous forme historique de manière naturelle, qui sont juste disponibles au travers d'une API. Donc on peut les télécharger ici. Alors, est-ce que je peux quand même changer de slide? Oui. Donc juste de l'agrégation à différentes échelles, de la comparaison et un petit peu de visualisation. Et je vous encourage à aller sur le site pour explorer un petit peu ces données brutes au travers des visualisations qui sont fournies. Donc avec ces données de stock, on a aussi travaillé sur des algorithmes de clustering adaptés à ce type de données, qui sont des données qu'on peut considérer comme fonctionnelles si on les prend sur une certaine longueur. Et donc on a proposé un modèle de mélange adapté à des données fonctionnelles et qu'on a appliqué sur des jeux de données de type stock sur des systèmes de vélos en libre service. Et ici, vous avez le résultat de cet algorithme de clustering sur la ville de Paris. Et ce qu'on arrive à observer et à catégoriser comme mode de fonctionnement pour les stations, on voit déjà des choses apparaître. On va avoir des stations qui vont se vider le matin, des stations qui vont se remplir le soir. Les deux sinusoïdes sont en opposition de phase. Et les différences ici se font au niveau du week-end où on a des comportements différents. Là, ces données brutes sont projetées sur une base de Fourier pour récupérer le comportement périodique de ces signaux. Et c'est dans cet espace-là qu'on travaille pour faire le clustering. Et vous pouvez trouver les détails dans ce papier-là. En dehors de ces 4 groupes de stations qui ont des comportements un peu alternatifs, et c'est eux qui génèrent cette pulsation qu'on observe dans le GIF que je vous ai présenté au début,
on a un certain nombre de stations qui ont des comportements beaucoup plus stables, avec des stations qui n'ont pas beaucoup de grosses évolutions. Donc là, c'est des stations qui sont remplies à moitié la plupart du temps. Ça, c'est des stations qui sont vides la plupart du temps, donc qui commencent quand même plus à poser problème. Et ici, on a deux clusters un petit peu plus particuliers. Ça, c'est un cluster de stations qui se remplit un petit peu à partir de 1 h du matin. Donc c'est les stations en haut des buts où la régulation est effectuée et où les camions de JC2Co viennent ramener des vélos. Et ça, c'est un cluster, parce que c'est un travail qu'on a fait sur plusieurs villes. Donc si on regarde après d'un point de vue spatial, où est-ce que ça se situe, les stations qui vont récupérer les vélos le matin vont être plutôt situées dans le centre. Les stations bleues en périphérie vont perdre leurs vélos. Et sur les hauteurs, les stations jaune foncé vont avoir ce comportement-là de recharge par JC2Co. Donc ça, c'est quand on regarde pour Paris. Et on retrouve le même type d'organisation spatiale sur d'autres villes. À Londres, la partie verte va vraiment être située ici et on va retrouver un peu le même type d'organisation avec un centre qui va se remplir en début de journée et qui va se vider. Et on peut faire cette analyse-là pour un ensemble de villes et avoir une vue un petit peu synthétique en termes de pourcentage de stations qui ont tel type de comportement et tel type de comportement pour avoir une visualisation grossière du comportement de chacun des systèmes et pouvoir les comparer. Donc c'est ça qui avait été fait dans ce travail avec juste un algorithme de clustering adapté à ce type de données. Et donc on voit que c'est vraiment à Paris que la régulation du bon temps de JC2Co était la plus massive. En ce moment, la régulation, c'est plus compliqué. Et donc voilà le genre d'informations qu'on peut extraire juste avec des données de stock historiques et un algorithme de clustering. On peut un petit peu comprendre l'organisation spatiale et les liens entre l'usage de ces stations et leur fonctionnement. Alors, ça ne va pas marcher non plus. Avant que tu passes à autre chose, est-ce que l'altitude de la station peut être directement une variable d'attente qui code directement le... Alors là, on n'avait pas travaillé conditionnellement à des variables dans ce modèle-là, c'était vraiment juste brut. Dans le modèle dont je vais parler là, il y a déjà des variables conditionnelles qui permettent d'expliquer l'usage, qui étaient plus spécifiques au type de journée qui peuvent avoir des comportements assez différents. Mais oui, tu peux essayer de l'encoder. Là, ce n'était pas le cas. C'était vraiment juste brut. Après, c'est intéressant de retrouver ce lien-là sans le mettre a priori et de voir vraiment où est-ce que Deco fait de la régulation de manière massive, quoi, ouais, qui ressort. Je rejoins la question de Patrice, parce que dans tes points jaunes, tu avais clairement Chaumont, Montmartre, etc. Où, intuitivement, quand on connaît la géographie, on se dit que c'est ça la cause. Ouais. Par contre, tu en avais dans le sud-ouest, Paris 15e, et là tu es au niveau de la Seine, donc c'est bizarre. Eh ben ouais, mais c'est quand même des stations qui sont régulées. Et c'est pas... Comment t'en déduis qu'elles sont régulées, justement, et que c'est pas... Parce qu'avoir autant d'usages à 1 h du matin, il y a peu de chances que ce soit des mouvements génériques liés aux utilisateurs. Ouais. Alors, effectivement, c'est une hypothèse qui peut être forte et qui pourrait être... je vois ce que tu veux dire. On pourrait très bien dire, tiens, c'est un quartier noctambule et du coup, ces stations-là, c'est quand les gens rentrent chez eux qu'elles se rechargent. Que beaucoup d'habitants du 15e vont faire la fête dans le 14e et qui rentrent chez eux. Tu peux imaginer plein de choses. Ouais. Sur les stocks, j'ai du mal à y croire. Mais je note ta remarque, mais justement, je trouve ça intéressant de voir si tu mets l'altitude en variable explicative, tu vas récupérer celles qui sont en altitude. Et là, tu n'en mets pas, tu essayes juste d'exprimer, de caractériser l'usage et tu essayes de construire une interprétation a posteriori de pourquoi est-ce que tu observes ces variations-là, en fonction des profils que tu obtiens et du positionnement géographique des stations que tu obtiens. Il n'y a rien qui est sorti en... On va prendre le micro parce que dans l'interaction avec la vidéo, on n'entend pas les questions, mais donc ça... Et le son du micro. Il n'y a rien qui est ressorti dans le cluster avec les gares, par exemple, qui laisserait penser qu'il y a un aspect bimodal de transport qui pourrait se pointer. Alors, quand on regarde les...
La question est dans le clustering, est-ce qu'on voit apparaître des choses qui seraient liées à d'autres moyens de transport? Je pense en particulier les gares. Alors, si on regarde les stocks uniquement, on ne voit pas apparaître les gares et on ne voit pas apparaître les nœuds de transport de manière forte. Par contre, si on regarde ce qu'on a fait après, ici, on s'intéressait à la fois au nombre de vélos qui arrivent et au nombre de vélos qui partent. Donc là, c'est quand on a accès au flux et on calcule une description qui est plus riche parce qu'on n'a plus que juste le stock, mais on a le nombre d'arrivants, le nombre de partants sur des intervalles de temps d'1 heure sur une longue période. Et on a posé un modèle assez simple où on explique avec des clusters les différents patterns observés et avec des types de jours différents pour juste exprimer les différences entre semaine et week-end qui ont des comportements très différents. Une fois qu'on pose ces hypothèses-là assez simples et qu'on estime ces modèles-là, alors on les a pas. Si j'ai de la chance, j'ai bien fait de mettre ces slides-là. Donc vous avez une version interactive où vous pouvez aller fouiller dans les résultats et regarder ce qui se passe. Mais on voit apparaître un cluster qui a un comportement assez particulier avec des très très fortes activités au moment des 2 pics. Et qu'ici, on le regarde, toutes les stations qui sont vraiment en front de gare sont dans ce cluster-là. Mais il y en a d'autres qui sont des clusters de bruit. Et il y a aussi des grosses stations de RER qui génèrent ce type de comportement qui sont attrapés. Et après, il reste ces petites stations-là. Là, c'est plus du bruit. C'est des stations où il y a vraiment beaucoup moins d'activité et où le fait d'être classé dans un cluster ou un autre est plus sujet à caution. Mais il n'empêche que c'est des comportements particuliers liés aux gares. En regardant ces variables-là et non plus uniquement les stocks, on voit apparaître des choses. Mais ce n'est plus les mêmes variables descriptives qui sont utilisées, c'est des choses qui sont plus riches. Pareil, quand on a accès à ça, donc ici, pour lire les graphiques, vous avez le nombre d'arrivées et de départs pour des jours de semaine et des jours de week-end. Et en fond, vous avez l'enveloppe de l'ensemble des stations qui est représentée. Donc c'est pour voir à quel point le cluster se différencie de ce comportement moyen et qu'est-ce qui le caractérise un petit peu. C'est ça qui est mis en avant dans la visualisation. Et donc là, vous avez un autre cluster de toutes les stations qui sont localisées autour des parcs où on a un comportement très très fort le week-end, mais qui à la fois en termes d'arrivée et en termes de départ, et forcément, si on regarde que les stocks, on voit moins ce comportement-là. Par contre, si on a les arrivées et les départs, on attrape ce genre de comportement et on a une analyse qui est un petit peu plus fine du comportement des stations. Du coup, dans la visualisation que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais qui est disponible en ligne, vous pouvez explorer ce résultat de clustering et aussi regarder en termes de volume d'origine-destination comment est-ce que ça se passe entre les différentes stations. Donc ça, c'est 2 clusters, le cluster gare et le cluster parc. Il y a des clusters plus vie nocturne, ici avec une activité assez forte, le long du canal, dans le centre de Paris, autour de... enfin voilà. Vous avez un cluster plus mélangé ici. Voilà. Il y a différents types de stations qui apparaissent lorsqu'on prend ces informations combinées qui sont intéressants. Alors je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer. Quand même, ce qui ressortait, c'est qu'on avait, une fois qu'on a fait tourner cet algorithme de clustering, il nous sort des clusters dont l'interprétation est assez facile, colle assez bien à nos a priori et semble s'expliquer assez simplement. On l'a du coup croisé avec des données de contexte socio-économique a posteriori. Donc là, pas dans un objectif de modélisation directe, mais on fait tourner notre algorithme pour trouver des patterns et on les croise avec des variables de contexte a posteriori. Donc ici, c'est un cluster de stations qui ont un comportement lié à beaucoup d'arrivées le matin et beaucoup de départs le soir, qui sont liés à des zones d'emploi assez fortes. Et si on croise le cluster inverse, c'est-à-dire les stations qui ont beaucoup de départs le matin et beaucoup d'arrivées le soir, et qu'on le croise avec la densité d'habitants, on voit que ce n'est pas complètement indépendant, et on peut faire ça pour l'ensemble des clusters et essayer de voir est-ce que ça s'interprète aussi avec ces covariables-là de manière aisée. D'un point de vue un petit peu plus quantitatif que notre clustering brut. Donc voilà, ça c'est pour
ces travaux exploratoires-là, on a des points dans l'espace où on enregistre une mesure d'activité qui évolue dans le temps. On pense que suivant les lieux de l'espace, l'activité est différente et se caractérise par des traces et des profils différents. On les analyse, on les catégorise et on les analyse a posteriori. C'est ça qu'on a fait. Ça peut être utile aussi pour avoir une petite idée d'une nouvelle station qui va être mise en œuvre, de comment est-ce qu'elle va se comporter et est-ce qu'il faut prévoir du coup des stocks importants, enfin des capacités importantes à ce point-là. Alors là quand même, que ce soit sur les stocks ou sur l'analyse des entrants et des partants, on a synthétisé l'information d'origine-destination qui est disponible au départ. Donc au départ, on a des points qui partent, on a les origines et on a les destinations, et on avait calculé les marges, juste les arrivants et les partants. On a travaillé sur les matrices origine-destination en tant que telles, en essayant de voir si on pouvait caractériser la dynamique de ces matrices-là avec des méthodes de clustering. Et on a travaillé avec une méthode qui vient de l'analyse textuelle qui s'appelle Latent Dirichlet Allocation, qui cherche à extraire des topics dans des textes. Alors, on formalise. Je ne suis pas rentré dans le détail de tous les modèles génératifs qui ont été utilisés pour faire les résultats de clustering, mais là, je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. Le lien avec l'analyse de texte, c'est nos mots ici, ça va être nos origines-destinations. Nos textes, ça va être des origines-destinations successives. Donc on va segmenter, on va prendre des paquets de 5000 origines-destinations qui ont eu lieu les unes à la suite des autres. Et on va construire un sac de mots comme ça. Et nos topics, ça va être des patterns qui vont permettre de reconstruire ces sacs d'origine-destination. Alors le modèle génératif, on peut le décrire un petit peu plus en détail. On va d'abord tirer, suivant une Dirichlet, des générateurs de matrices origine-destination type. D'accord ? On va en tirer K. Pour chacun de nos sacs de déplacement, on va tirer un vecteur de proportion d'activité pour ce sac, avec, encore une fois, une loi de Dirichlet de paramètre alpha, et ça va nous donner, pour ce sac, il faut utiliser telle proportion de cette matrice type, telle proportion de cette matrice type, et telle proportion de cette matrice type. Et du coup, pour générer les origines-destinations, donc pour chacun des déplacements, on va tirer son activité en utilisant les proportions qu'on a tirées précédemment, et on va tirer l'origine-destination conditionnellement à l'activité qu'on a tirée ici. Donc en utilisant le générateur de matrice origine-destination qui a été initialisé avec la Dirichlet au départ. Du coup, ça c'est vraiment un modèle de génération de ces données-là qui fait des hypothèses de modèles statistiques sur la génération des données qu'on peut estimer, et du coup on peut in fine récupérer pour chacun de nos sacs de déplacement les proportions de chacune de nos activités et des matrices types qui vont nous permettre de reconstruire les origines-destinations observées. Alors si on le fait avec sur nos données Vlib avec un nombre de clusters assez faible, ici c'est k égale 5, on a fait une analyse de la perplexité des modèles, donc c'est-à-dire leur capacité à bien fitter des données qui ne sont pas utilisées au moment de l'apprentissage, et on voit que k égale 5 est une bonne valeur. On obtient ce découpage-là du temps qui apparaît assez clairement. On va avoir une matrice qui va majoritairement être utilisée pour la pointe du matin. Vous voyez qu'il y a une période de transition ici où, par exemple, tous les déplacements qui sont tirés ici sont tirés avec un tiers de la matrice, pour un tiers avec la matrice rouge et pour 2 tiers avec la matrice bleue. Donc il y a des effets de transition comme ça qui sont observés. Il y a une matrice qui va être utilisée pour la pointe du soir, une matrice pour le comportement du midi et une matrice pour le comportement de fin de journée. Et puis une matrice pour le week-end. Et ici, on n'avait pas donné d'autres informations supplémentaires. Il y a un jour férié. Le jour férié est bien reconnu, si vous voulez, comme un jour qui ressemble plus à un dimanche. Et donc, c'est majoritairement la matrice type associée au comportement week-end qui est utilisée pour tirer les déplacements qui sont observés ce jour-là. L'avantage d'une approche comme ça par rapport à une segmentation a priori du temps où on se dit je vais me fixer la pointe du matin et je vais estimer ma matrice origine-destination sur la pointe du matin,
c'est on n'a pas besoin de filtrer a priori et de savoir que c'est un jour férié qui est là et de l'exclure. Lui, il ne va pas être utilisé pour estimer la matrice. Voilà, il y a des petits pré-traitements qui sautent. Et ici, c'est des données, sur les données Vlib, on n'a pas vu de choses, comment dire, qui nous ont interpellés sur la segmentation. Elle paraît assez naturelle. Mais on a fait tourner le même genre d'algorithme sur des données métro, où on voit une segmentation qui n'est pas celle que nous, on aurait fait a priori. En particulier, le modèle utilise 2 matrices origine-destination pour la pointe du matin. Il va utiliser une matrice origine-destination pour le début de la pointe, avec des origines-destinations qui se différencient de la fin de la pointe, où on n'a pas la même population a priori dans le métro suivant ces 2 périodes-là, et ça se traduit par des origines-destinations qui sont différentes. Savoir ça a priori et fixer cette segmentation-là a priori, ce n'était pas si évident que ça. Donc, partir sans présupposer sur le découpage en périodes pour la détermination des matrices types, c'est intéressant. Bon, là, sur les Vlib, c'était nos premiers travaux. On était content que ça nous sorte des choses attendues et que ça nous rassure sur la capacité à extraire les gros schémas de fonctionnement du système. Une fois qu'on a extrait ça, on peut essayer de regarder et de se servir de ces matrices types pour juste calculer des petites statistiques spatiales sur ce qui se passe au niveau de nos stations et s'en servir comme simulateur pour simuler des déplacements au sein du système, suivant ces différents comportements estimés. Et donc là, en particulier, je me suis servi de chacun des patrons de déplacement pour estimer des balances. Donc les balances et la différence sur les stocks, donc le nombre ce qui va passer sur le stock après un certain nombre de déplacements. Donc là, c'est si je fais 10 000 déplacements avec cette matrice-là, comment est-ce que vont évoluer mes stocks dans mes stations? Là, on retrouve ce qu'on avait observé sur notre petit GIF du début, avec toutes ces stations-là qui vont récupérer beaucoup de vélos. En particulier, ces 4 stations-là qui vont être assez importantes. Les stations du RER aussi qui fonctionnent pas mal parce qu'il y a du rabattement qui est fait vers ce mode lourd à l'aide de Vlib qui apparaissent. Et puis toutes les stations périphériques qui vont se vider et perdre une quantité de vélos moins importante mais assez importante. Et là, il n'y a pas l'effet lié à la régulation qui intervient, c'est uniquement les déplacements des usagers qui sont pris en compte. Donc là, c'est pour la pointe du matin, ça c'est pour la pointe du soir, donc le retour. On voit que les deux ne sont pas symétriques là pour le coup, et qu'on n'arrive pas à l'équilibre à la fin de journée. Et ça, c'est en soirée, qu'est-ce qui se passe avec plus de l'activité vraiment dans le centre, et un petit peu de vélos qui partent des pentes. Donc voilà sur ce que ça peut permettre de construire. Alors on a travaillé aussi sur une extension de ce modèle-là, pour, cette fois-ci un peu sur l'idée des altitudes, essayer d'avoir un modèle plus lié à des covariables sur nos patrons de matrices. Et donc essayer d'expliquer les flux observés entre les différents lieux suivant les différentes périodes en fonction des caractéristiques à la fois des stations de départ. Donc il y a une partie des variables qui concernent les stations de départ, une partie des variables qui concernent les stations d'arrivée, et une partie des variables qui concernent le lien entre ces 2 stations, donc la difficulté pour aller de la station A à la station B, parce que 2 stations qui vont être très loin vont avoir un flux assez faible, et donc il faut forcément le prendre en compte dans notre modèle de modélisation de la matrice origine-destination. Là, l'idée, c'était de se servir de l'estimation de ces modèles-là pour pouvoir travailler sur des modifications de positionnement de stations et pouvoir simuler ce qui se passerait dans ces cas-là. Si on a les covariables, on peut modifier l'ensemble des stations sur lesquelles ça tourne et ça va modifier nos matrices origine-destination et donc le comportement dynamique qui est observé dans le système. Donc voilà, ça c'était une extension à partir de ce modèle Latent Dirichlet Allocation pour prendre en compte des covariables à la fois sur les stations de départ, d'arrivée et sur les liens entre les deux. Donc voilà, sur les matrices OD, sur l'exemple des Vlib, la segmentation du temps paraît assez simple. Ça a un intérêt pour essayer de résumer le comportement du système en quelques matrices origine-destination type. Ça met en évidence de manière assez claire les cycles, sans les avoir présupposés au départ.
Et on a utilisé le même type de données pour des données Bluetooth et pour des données smart card sur du transport en commun. Ça peut être intéressant d'un point de vue simulation. Et puis sur les limites, en tout cas pour les Vélib, dans toute l'estimation, on prend en compte que les déplacements qui ont effectivement été réalisés. Tous les déplacements qui n'ont pas été réalisés parce que la station était pleine, parce qu'il n'y avait pas de vélo, ne sont pas tracés, ne sont pas pris en compte. Et donc quand on travaille sur le dimensionnement, ça peut quand même avoir un impact non négligeable qui peut poser problème. Voilà. Et donc c'était pour travailler sur des idées d'aide au planning et au dimensionnement des systèmes. Bon, j'en ai fini pour ces quelques analyses sur les Vélib. Juste, vous avez quelques petits bonus. Par exemple, une analyse juste de l'activité la nuit dans différentes villes qui peut être tirée de ces données-là, juste pour voir où est-ce qu'on a de l'activité dans les périodes nocturnes. Et bon, c'est pas dans le 15e, si mes souvenirs sont bons, à Paris. Ils habitent dans le 15e. Tu peux regarder les deux. Tu peux regarder les origines, les destinations ou un indicateur composé. Mais c'est marrant parce qu'on voit apparaître un certain type d'usage et quand on connaît la ville, on voit clairement où est-ce que les lieux, où sont les lieux de sortie parisiens. On les connaît et on les retrouve de manière assez claire. Bon, j'ai fini sur cette partie Vélib. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je passe à la suite? Moi, j'ai une question. Merci. Moi, j'ai une question, Étienne. C'est justement si je me positionne dans un usage d'un aménageur de territoire qui veut dimensionner ses stations. Parce que là, comme tu l'as dit, il y a un biais qui est apporté par le fait qu'on part des stations existantes. Et donc, tu observes le flux généré par ces stations existantes. Et on sait très bien qu'au début du Vélib, c'était la cata parce qu'elles n'étaient pas positionnées idéalement, elles étaient positionnées là où il y avait de la place. Je te trouve dur, ils avaient fait du travail pas si affreux que ça et ils n'étaient pas partis complètement à l'aveugle. Disons qu'ils ne sont pas partis à l'aveugle, mais au tout début, ça a été quand même des nuées de camions qui remplissaient les stations au fur et à mesure, parce que justement, l'aménagement n'avait pas pris en compte le besoin des flux. Je ne suis pas certain qu'ils aient été jusqu'à une modélisation telle que celle que tu observes a posteriori, et eux, ils auraient dû faire a priori pour savoir qu'il fallait remplir les stations le matin à périphérie. Il y a peut-être de la logique Alors je vais faire une réponse en deux temps. Je vais déjà te dire comment est-ce que ça a été fait à l'époque pour dimensionner Paris. On s'est quand même servi des données de Lyon qui avaient été fait quelques mois avant, sur lesquels on avait un tout petit peu de retour d'expérience et donc on avait quelques idées sur les liens entre densité de population, nombre de déplacements générés et donc ils ont utilisé 3 variables pour en gros dimensionner le système et le designer. Et aussi quelques principes fondateurs sur le dimensionnement de l'espacement entre les stations pour que ça fonctionne bien d'un point de vue réseau. Donc ils ne sont pas non plus partis complètement à l'aveugle. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal d'améliorations de l'optimisation de la régulation dans Vélib entre le début et la fin, parce qu'ils connaissaient mieux le fonctionnement du système, ils savaient mieux où est-ce qu'il fallait aller prendre les vélos et les redispatcher. Plus qu'un redesign complet du positionnement des stations qui ont un peu bougé, mais pas tant que ça. On n'a pas, ça a été construit assez vite quand même, Vélib 1, on n'en a pas cassé la moitié pour les déplacer. Par contre, je pense qu'ils connaissaient beaucoup mieux la manière de fonctionner de leurs demandes et qu'ils avaient mis en place des stratégies de régulation qui se voient quand on analyse les données a posteriori, qui étaient beaucoup plus efficaces. Non, mais tu avais quand même un cluster de stations complètement vides. Et donc ces stations complètement vides, par définition, n'apportent pas de service. Donc les gens qui sont à cet endroit-là, ils vont prendre le métro. C'était pas complètement vide. L'objet de ma question, c'est de se dire si on devait refaire le truc, est-ce que justement il faut partir d'un modèle entre guillemets biaisé, ou est-ce qu'il faudrait, selon toi, partir d'autres sources de données? Tu as parlé de Bluetooth. Est-ce que ça serait des données de triangulation GSM, j'en sais rien, des données d'emploi, des données? Si on devait repartir from scratch, sans données ni de Lyon, ni de Marseille, ni de Paris. Nouvelle ville, je sais pas, au Qatar, on ne connaît pas les habitudes sociétales des gens. Ah, c'est compliqué, si tu n'as vraiment aucune habitude, il faut forcément faire un pari à un moment. En tout cas, ça me paraît compliqué.
sur des contextes similaires, tu peux quand même essayer de te servir de ce qui a été fait et de variables contextuelles. C'est ce qui a déjà été fait à l'époque et qui peut être amélioré et retravaillé pour le dimensionnement. Mais le premier, quand on n'avait vraiment aucun retour d'expérience sur la manière dont ça allait fonctionner, il y a quand même une part qui est difficile à modéliser complètement dès le début, quoi. Sans faire d'hypothèse du tout sur le volume de déplacement total que tu vas observer dans ton système. Il faut au moins faire des hypothèses un peu là-dessus. Enfin, je pense. Après, je sais pas comment ils envisagent les choses, mais... Une question sur le clustering. Vous avez dit clustering de données fonctionnelles. C'est quoi la spécificité mathématique de faire du clustering de données fonctionnelles par rapport à du clustering d'images ou d'autres choses? Si vous pouvez faire un commentaire. Quelle est la spécificité? Là, on travaille sur une base de fonctions particulière qui était la base de Fourier, dans ce cas-là, pour avoir une caractérisation de ces données-là qui nous semblait faire sens par rapport à notre problème, quoi. Mais du coup, oui, c'est pas le même type de données, quoi. Mais en fait, derrière ça, c'est en fait la compréhension que finalement, une observation, c'est pas seulement un point, c'est aussi une série de points connectés les uns aux autres. Enfin, on a une série avec une... Bon, là, il y a une base de projection de Fourier, mais ça aurait pu être une autre base de projection qui était utilisée. Mais là, c'était Fourier parce que c'était ce qui nous semblait adapté sur ces comportements réguliers observés, quoi. Et donc, que l'information qu'on voulait attraper, elle était bien attrapée dans cet espace-là. Ouais. Il y a une question là-bas. Je vais passer le micro pendant que je marche. J'avais une question, moi, c'était à propos de l'utilisation des données, enfin des modèles, pour la génération l'aide à la conception de stations supplémentaires. Si l'opérateur décide de mettre une nouvelle borne, enfin un nouvel espace de stockage de vélos, est-ce que le modèle peut aider à comprendre à quel endroit il est le plus utile et comment il pourrait être utilisé le mieux? Est-ce qu'on peut s'en servir? Oui, on peut s'en servir. Après, lui, ce qui permet de simuler, c'est les volumes de flux. Et il faut le compléter d'une modélisation ou d'hypothèse, en tout cas si on rajoute beaucoup de stations, sur le volume total de trajets que ces nouvelles stations vont générer, qui là ne sont pas pris en compte dans la modélisation. Donc sur le positionnement, il aide à voir comment est-ce que ça va se comporter d'un point de vue dynamique. Et du coup à aider au dimensionnement et voir où est-ce qu'il se passerait beaucoup de choses. Et où du coup est-ce que ce serait intéressant de la positionner d'un point de vue offre. Mais il reste des choses qui ne sont pas prises dans la modélisation, en particulier sur le volume total de déplacement. Là, ça va permettre de les dispatcher dans l'espace et dans le temps. Donc moi j'ai deux questions. J'ai une première question sur les données que tu utilises. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris les données que tu avais. Alors, donc tu apportes toutes les stations Vélib d'Île-de-France ou de Paris. Tu as un certain pas de temps, donc mettons à l'heure, c'est ça? Enfin, les données brutes, c'est pas ça. Les données brutes, c'est oui. Tu as tous les déplacements. Oui. Tu sais qu'un vélo est parti de telle station à telle heure et est arrivé à telle station à telle heure. Après, tu peux agréger comme tu veux et tu peux décider de compter le nombre de vélos qui sont arrivés à telle station entre telle heure et telle heure ou qui sont partis de telle station entre telle heure et telle heure. C'est ce qui est fait dans le modèle de clustering des stations. Quand je travaille sur les origines-destinations, là, c'est de l'agrégation par paquet de 5000 origines-destinations et on va juste stocker le couple origine-destination. Mais les données brutes qui servent à chaque fois pour alimenter le modèle, c'est des données où tu as l'origine, la destination, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Donc, tu peux suivre les Vélib individuellement, tu as l'ID? Non, il n'y a pas l'ID, mais tu sais qu'un Vélib est allé de tel endroit à tel endroit entre telle heure et telle heure. Tu as une ligne dans ton fichier pour chacun des déplacements. Tu as l'origine du déplacement, l'arrivée du déplacement, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Et ça, tu l'as pour tous les déplacements. Et du coup, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris quel était l'intérêt de reconstruire les matrices origine-destination avec des modèles, finalement, par exemple, gravitationnels, alors que tu connaissais déjà les OD, en fait. Justement, si tu veux essayer de pouvoir étendre à de nouvelles zones,
dans lesquels il n'y a pas de station. Si tu veux faire une extension de ton système, il te faut une modélisation qui prenne en compte tes covariables. Et après, même d'un point de vue synthèse, parce qu'au départ, tu en as beaucoup des matrices, elles sont assez grosses. Donc, résumer tout cet ensemble de matrices, si tu agrèges à l'heure, ça va t'en faire un certain nombre si tu prends 2 mois de données. En 5 matrices types, ça te permet un résumé de l'information qui est pertinent et qui peut aussi après servir à faire de la simulation. Ok, merci. Dernière question, parce qu'il faut qu'on avance un peu. J'avais juste une petite question, Étienne, sur les free floating qui sont arrivés à Paris. Est-ce que tu as eu le temps de jouer avec, voir des données, des choses intéressantes? Alors non, je n'ai pas eu le temps de jouer avec. Les données ne sont pas si simples que ça à récupérer. Je préférerais essayer de passer un partenariat directement avec un exploitant pour récupérer les données brutes de traces GPS échantillonnées toutes les 5 minutes par exemple, ou sur la fréquence qui paraît à peu près raisonnable, plutôt que de passer par les API disponibles actuellement, où je ne suis pas sûr qu'on ne loupe pas des vélos, qu'il n'y a pas je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer des données propres via les API de free floating. Par contre, un partenariat avec des exploitants, ça paraît super intéressant parce que les données sont... Là, du coup, tu as le déplacement exact. Il y a quand même beaucoup de trajets en Vélib qui sont des cercles, c'est-à-dire que c'est le même point de départ, le même point d'arrivée. Dans nos matrices origine-destination, la diagonale est très loin d'être vide. Il y a beaucoup de déplacements qui sont comme ça. Dans le free floating, tu as une information sur qu'est-ce qui s'est passé pour eux, alors que là, tu sais que c'est une boucle, mais tu n'en sais pas beaucoup plus. Ok, bon, je vais aller du coup un peu plus vite peut-être sur le reste, mais on a fait un projet qui s'appelait Mobiéthique sur les données smart card de la ville de Rennes, où on a collecté un jeu de données qui nous semblait très intéressant, où on avait les informations suivantes de manière brute au départ. Donc un identifiant anonyme d'usager, donc c'est le numéro de la carte qui est passé dans une clé de hachage qui est changée tous les 3 mois, qui permet de suivre le déplacement d'un usager pendant 3 mois. Le type de carte, l'identifiant de la station à laquelle la validation a lieu, le timestamp associé à la validation. Et dans le cas des bus, on avait la direction et la ligne sur laquelle ça a lieu. Rennes, c'était bien parce que c'est des données qui sont plus faciles à traiter que les données d'Île-de-France. Il n'y a qu'une ligne de métro. Donc quand quelqu'un valide dans le métro, on sait quelle ligne il va prendre. À Paris, c'est plus compliqué. Quand il valide sur le métro, on ne sait pas trop sur quelle ligne il va faire. Du coup, il y a des post-traitements qui n'étaient pas nécessaires ici et c'était bien. Et c'était des données propres et intéressantes. Alors, c'est des données qui sont quasiment jamais mises à disposition en open data. Il y a juste quand même Île-de-France Mobilité qui met à disposition des données agrégées qui sont construites à partir des données smart card sur des profils journaliers type à l'échelle horaire et sur des volumes totaux journaliers en open data. Donc, il y a quelques grosses agences qui font de l'open data sur ces données-là sous format agrégé, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a un champ particulier qui était pour moi, qui avait des enjeux sur quel est son intérêt, qu'est-ce qu'on en fait, combien de temps il faut le garder avant de le supprimer au minimum, est-ce qu'il apporte une information supplémentaire pertinente qui est l'identifiant usager. On n'a pas forcément envie que notre identifiant traîne dans des bases de données, même s'il est anonymisé. Du coup, la question de ce champ-là nous intéressait. Et on a collecté 2 ans de données. Alors du coup, je vais présenter juste quelques types de traitements qu'on a fait sur les données sans utiliser les identifiants usagers et quelques petits traitements sur l'utilisation des identifiants usagers. Bon, alors quand on n'a pas les identifiants usagers, on peut faire comme avec les Vélib, on peut calculer des flux entrants. Et on peut regarder par exemple sur une station de métro. Ici, chaque ligne, c'est une journée du jeu de données, donc il y a 365 x 2 lignes.
légèrement transparente pour qu'on puisse voir un petit peu le schéma apparaître. Et c'est la station principale du réseau avec les profils d'entrants par 15 minutes qui est dessinée. Et ça, c'est une autre station du réseau, Pontchaillou, et ça, c'est encore une autre station, Villejean-Université. Donc on voit qu'on a des profils d'entrants dans les stations qui sont très différenciés suivant les stations du réseau de métro, et qu'on a aussi des variations temporelles assez fortes. Alors on s'est intéressé aux variations entre les jours en travaillant sur une approche de clustering de type CAH pour regrouper les journées similaires en intégrant quand même une information a priori sur les types de jours. Et si on fait ce travail-là sur ces profils, donc là le clustering est fait pour toutes les stations de la ligne en même temps. On n'a pas des clusters pour telle station, des clusters pour telle station. C'est un calendrier global à toute la ligne. Et là, maintenant, c'est toujours nos 2 ans de données, mais les couleurs correspondent aux différents clusters qui ont été extraits à partir de ces profils d'entrants. On voit apparaître des schémas forcément auxquels on s'attend. C'est très faible, cette demande beaucoup plus faible ici, correspondant a priori à des jours de week-end, et ici à des jours travaillés, et une variabilité quand même dans la demande qui est attrapée par différents clusters. Ouais. Là, c'est les données brutes ou elles sont normalisées? Non, c'est les données brutes. C'est-à-dire en haut, c'est des stations où il y a beaucoup d'affluence et en bas... Non, c'est qu'une station là. Là, je suis à la station République. Je m'intéresse qu'à la station... C'est une station. Je m'intéresse qu'à la station République. Et le clustering, il est fait sur l'ensemble des stations en même temps, de manière à avoir un calendrier global pour toute la ligne de métro. Oui, mais donc il y a des classes avec plutôt des stations très fréquentées et d'autres classes avec... Non, elles sont toutes prises en compte en même temps et c'est les jours qu'on veut clusteriser. Et alors, donc c'est normalisé ou chaque jour est normalisé pour avoir juste la forme? Non, non, chaque jour n'est pas normalisé. On veut aussi attraper les notions de volume liées aux différents clusters de manière à... Bon, là, c'est une autre station où on voit... Mais ce n'est pas normalisé, oui. On veut faire apparaître cette notion de volume et on veut la garder. On ne veut pas l'effacer. Parce qu'elle nous intéresse d'un point de vue demande. Et donc là, c'est les mêmes couleurs sur une autre station, où on retrouve les verts qui correspondent, sans vendre la mèche, qui correspondent à des week-ends, et par contre les violets qui se différenciaient peu sur la station d'avant, juste avec une demande beaucoup plus faible, sur cette station-là, se différencient de manière massive. Attendez, parce que là, sans le micro... C'est bien sur toutes les stations le clustering. Le vert de Pontchaillou, c'est le même vert que le... Ouais, l'objectif était d'avoir un calendrier global pour toute la ligne. Oui, mais alors du coup, là, je ne comprends pas, parce que le bleu, là, comme les échelles ne sont pas les mêmes... Le bleu? Ben, là, le bleu, là, il monte au maxi vers 150, et sur l'autre, ça montait vers 800. Ma description, elle est faite sur... Je ne fais pas un clustering à la fois des stations et des jours. Pour chaque jour, j'ai les profils de toutes les stations qui rentrent pour déterminer le type de jour auquel que j'ai. Donc je veux à la fois, je veux avoir le même clustering pour toutes les stations. Mais donc, quand on reprojette après sur les variables calendaires, on voit que c'est des variables calendaires qui expliquent ces variations, qui sont visibles sur les différentes stations. Les variations de, par exemple, le violet, c'était le samedi et le vert, c'était le dimanche. On voyait moins de différence sur celle-là entre le vert était vraiment différent alors que le violet, il restait de l'activité, alors que sur la station Pontchaillou, le samedi et le dimanche sont complètement différents. Et on voulait que ça marche pour les deux. Et donc on retrouve des choses auxquelles on s'attend, hein, les lundis, mardis qui sont mis ensemble, les mercredis qui sont mis avec les vendredis, les samedis, les dimanches, un cluster spécifique pour les petites vacances, un cluster spécifique pour les grandes vacances, et le mois de juin qui se retrouve dans la même chose que des petites vacances. Et des périodes plus difficiles à catégoriser, en particulier ici,
parce qu'on a à la fois des effets liés à la reprise du calendrier scolaire, mais un démarrage décalé de la fac qui génère du coup un comportement différent sur la station qui est liée à l'université. Et du coup, ben, on a ces vendredis là qui continuent à être en grandes vacances sur la période de septembre. Mais donc ça s'explique par le calendrier scolaire de la fac. Et donc les variations qu'on observait dans les volumes d'entrants sur les différentes stations, elles s'expliquaient majoritairement, enfin en tout cas on arrive à les interpréter d'un point de vue calendaire, et on peut s'en servir après, enfin on a essayé de s'en servir après pour faire deux choses, essayer de détecter des courbes qui ne rentraient pas dans l'épure de chacun des clusters et qui correspondent à des données a priori atypiques, l'atypique pouvant être dû à différentes causes, et étant difficile à définir, on a du mal à dire autre chose que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc là, par exemple, il y a eu un problème de chaises jetées sur le métro, le trafic a été interrompu, et si on calcule un indicateur de ce jour-là, de ces courbes-là par rapport aux courbes du cluster auquel elles appartiennent, on voit avec un indicateur normalisé que la période où on avait très peu d'entrants ressort très fortement. Et on voit à quel moment ça reprend. Et on peut essayer de s'en servir après pour faire de la projection à moyen terme sur les types de profils qu'on pourrait rencontrer en projetant les variables calendaires sur la suite. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire, et là il n'y a pas besoin du tout de l'identifiant usager, c'est vraiment juste des profils d'entrants, un petit peu comme sur les Vlib qui sont utilisés, plus pour analyser cette fois-ci la variation entre les jours observés, qu'entre les stations et donc entre les lieux. Et donc avec les identifiants usagers, donc dans la littérature, à quoi servent majoritairement les identifiants usagers? Ils servent à essayer de faire de la reconstruction de matrices origine-destination à partir d'hypothèses et d'heuristiques assez simples. On sait par exemple qu'un utilisateur a badgé à 8h12 sur la ligne bleue et à 8h27 sur la ligne verte à tel endroit. On peut essayer d'inférer qu'il a fait une correspondance à cette station-là, qui est la plus proche de la station verte où on l'a revue. Et le soir, s'il rebadge à 17h32 sur la ligne verte, on peut essayer de reconstruire son trajet total du matin entre cette station-là et cette station-là. Pour faire ça, on va se servir de l'origine suivante comme imputation de la destination précédente, juste en vérifiant des contraintes d'intégrité spatiale et temporelle, qu'il n'y ait pas des trous trop gigantesques, qu'il n'y ait pas 5 jours entre les deux, et que d'un point de vue spatial, ce soit à peu près cohérent. Et on peut aussi essayer de s'en servir pour reconstruire les correspondances, et du coup taguer des validations comme étant des validations en correspondance juste avec un effet de seuil si c'est une validation qui a lieu 30 minutes par exemple après une validation, moins de 30 minutes après une validation, on va considérer que c'est une validation en correspondance et que ce n'était pas la destination finale du trajet. Une fois qu'on a fait ça, on peut du coup essayer de reconstruire des matrices origine-destination. Ça, c'est la procédure standard qui est décrite dans la littérature. On l'a mise en place sur Rennes, avec 72% des destinations qui sont reconstruites, et une petite analyse bibliographique sur les performances de ce genre d'heuristiques qui sont faites en croisant avec d'autres sources d'informations sur les matrices origine-destination, en particulier des données d'enquête. Donc on va réagréger ces données-là pour avoir des matrices origine-destination globales, et on va les comparer avec des données d'enquête, où on trouve des corrélations de l'ordre de 80%. Donc ça donne une image, ce n'est pas une image parfaite des origines-destination, mais ça donne une image quand même. Mais du coup, on a quand même travaillé dessus pour en particulier essayer d'étudier les pôles d'échange et voir les comportements de correspondance dans ces pôles d'échange entre les différentes lignes, avec un collègue géographe qui s'appelle Cyprien Richer. Et après, on peut essayer de s'en servir pour essayer de faire des matrices origine-destination dynamiques ou des serpents de charge. Il y a forcément des étapes de nettoyage, de redressement qui ne sont pas faciles, où il faut trouver de la donnée de recalibration
pour pouvoir recalibrer et respécifier ces données-là. Et ce n'est pas un travail si simple que ça et très facile. Mais c'est envisageable. Et nous, on s'en est servi aussi pour faire une autre analyse sur comment est-ce que, d'un point de vue temporel, les usagers peuvent se segmenter. Est-ce qu'on peut essayer d'extraire des patterns dans les heures de prise des usagers? Donc le premier travail qu'on avait fait, on avait construit des heatmaps sur les usagers avec les jours de semaine, les heures, et on avait compté quand est-ce qu'ils validaient. Donc là, c'est des faux usagers, et j'ai le nombre de validations qui ont lieu dans chacune des cases de cette carte de chaleur. Ça, c'est un usager. Ouais. Donc sur le mois d'études, il a validé 3 fois là, et il a validé 1 fois là. Et ça, c'est un autre usager qui a une autre heatmap qui est assez différente. Et on voulait essayer d'extraire des régularités de ces profils-là. Donc on a utilisé un modèle de mélange d'unigrammes sur ces données-là, qui est un modèle assez standard sur des données de comptage. Et on voit apparaître des patterns correspondant, par exemple, alors il y a le degré d'agrégation qui est assez important là. Est-ce qu'on travaille à l'heure ou est-ce qu'on travaille au quart d'heure? Ça va avoir un impact sur le nombre de clusters qu'il faut pour segmenter et la caractérisation quand même des usagers. L'heure, on avait fait quelques petites études, c'était un compromis qui était assez intéressant en termes de nombre de clusters qu'il fallait pour décrire l'ensemble des usagers et un peu finesse de la caractérisation. Donc là, c'est par exemple un usager, un commuter, c'est assez standard, qui va prendre que les jours de semaine à 8 heures et à 18 heures, avec un petit peu plus de bruit sur la pointe du soir et de manière un petit peu plus étalée, mais ça représente que 5% des usagers, ce cluster-là. Et on peut croiser avec des informations sur les types de tarification utilisés par ces usagers-là. Donc là, forcément, ces usagers pendulaires, ils ont plutôt des abonnements réguliers, majoritairement, ou alors c'est des cartes jeunes. Donc il y en a d'autres, hein, des patterns comme ça. Un qui va aussi faire des déplacements le mercredi midi. Un dernier qui va partir beaucoup plus tôt et où il ne va pas y avoir de synchronisation forte sur la période de l'après-midi. Du coup, l'ensemble des usagers ne va pas repartir à la même heure. Et ça représente un pourcentage assez faible des usagers. Et puis, il reste des clusters beaucoup plus diffus où on n'a pas ces patterns forts de pendulaires qui apparaissent. En particulier, si on regarde les types de cartes, c'est des jeunes et des cartes sociales correspondant à des subventions. Voilà, donc ça c'est d'autres profils comme ça, un petit peu plus tardifs sur l'heure de prise. Et on peut faire une segmentation du temps, enfin une segmentation des usagers et voir comment est-ce que notre ensemble de clientèle se subdivise en catégories. Il y avait des petits aspects qui nous gênaient sur le fait de forcer la discrétisation du temps dans ce modèle-là et de forcément devoir dire qu'on veut travailler avec des intervalles à l'heure. Et donc on a proposé un modèle un petit peu plus compliqué où c'est un modèle génératif pareil à 2 niveaux où on va pour les usagers tirer leur appartenance à un cluster. Connaissance cluster, on va tirer une autre variable qui n'est pas observée, qui va être la modalité dans laquelle il va prendre cette validation. Et une fois qu'on connaît cette dernière modalité, on va pouvoir générer l'heure de départ en utilisant une gaussienne. Donc chaque cluster va être un mélange de gaussiennes. Donc c'est un mélange de gaussiennes à 2 niveaux, avec des petits problèmes d'estimation pas si évidents, mais qui permet de faire de la caractérisation où là, on n'a pas spécifié a priori les intervalles de discrétisation et où on a pris en entrée vraiment les timestamps individuels. Donc là, c'est pour chaque usager, on a l'ensemble des heures de ces validations à la minute. Et on ne spécifie pas de degré d'agrégation, c'est les gaussiennes qui vont s'adapter et qui vont faire ce travail-là. Mais on retrouve nos commuters, on retrouve des profils
plus étalé le week-end et on retrouve nos profils plus diffus sur l'ensemble de la journée, cette fois-ci avec une vision vraiment densité qui est utilisée. Donc des populations qui quand même sont assez différenciées en termes d'heures de prise des transports et tout le monde n'est pas uniquement un domicile-travail. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'activités différentes et qui du coup ont des profils beaucoup plus variés et tout le monde ne fait pas du pendulaire. Et ce qui était intéressant, c'était d'avoir une évaluation un peu quantitative du pourcentage de chacun de ces profils dans notre base de données. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là sur cette présentation de travaux sur les smart cards. Juste pour moi, c'est des données qui sont, même si elles sont pauvres au départ, on a juste 3 petites variables, elles sont quand même riches et elles nous donnent un accès aux variations spatio-temporelles de la demande, ce qu'on n'a pas avec les données d'enquête classiques où on travaille souvent sur un jour de semaine type. Bah là, on a quand même ce qui se passe en continu, donc ça renouvelle notre vision là-dessus. On a essayé plutôt une approche exploratoire pour essayer de mettre en évidence les variations à la fois spatiales et temporelles dans la demande qu'on pouvait attraper avec ces données-là. Les identifiants usagers, ils sont intéressants pour reconstruire les destinations et faire des analyses un petit peu plus fines. On a eu des discussions avec un exploitant qui aimait bien s'en servir aussi pour qualifier une ligne, pas seulement en termes de volume, c'est-à-dire le nombre de personnes transportées, mais en termes de nombre de personnes différentes transportées, et donc le nombre de personnes qui, une fois ou l'autre, se servent de la ligne. Donc plus seulement sur le volume, mais la diversité et la base de chalandise d'une ligne en termes d'usagers, qui est une quantification intéressante de l'intérêt de cette ligne-là aussi. Pas seulement en termes de volume transporté. Voilà, et puis donc d'un point de vue modèle, en ce moment j'essaye de travailler sur la sélection de modèles, en particulier avec des approches bayésiennes, dans des modèles à variable latente discrète, et j'ai des travaux sur l'optimisation greedy de vraisemblance intégrée, donc ça c'est plutôt mes travaux théoriques sur l'estimation de ces modèles à variable latente. Alors il y a des mots qui ont sauté, mais on a travaillé sur la prédiction à moyen terme et à court terme des volumes entrants à partir des données billettiques, sur la détection des anomalies. On essaye de travailler sur l'Île-de-France avec tous les challenges que ça suppose parce que les données sont quand même tout de suite plus compliquées et on est face à un réseau qui est dense et beau et donc plus dur. Et j'ai un petit projet aussi qui me tient à cœur avec un géographe économiste des transports sur essayer de regarder les réseaux d'interaction entre les usagers, essayer de regarder quand est-ce que les gens se croisent, sont au même endroit, au même moment dans la ville via les données smart card et voir ce qu'on peut en faire. Ça, c'est vraiment plus exploratoire. Voilà pour ce tour de quelques travaux. Si vous avez des questions. Oui, question. Merci. Pour la détection d'anomalies, c'est quel type d'anomalie que tu essayes de détecter exactement ? C'est bien le problème. C'est que tu vas pouvoir dire ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. Après, ça va être des problèmes sur les valideurs, par exemple, qui vont ressortir, parce qu'il y en a, où tu vas avoir tout de suite une baisse très forte du nombre de validations que tu vas observer. Ça peut être aussi des modifications sur la demande, qui est vraiment atypique à un endroit, parce que une autre station est fermée ou il se passe quelque chose ailleurs dans le réseau. Ça peut être plein de causes différentes qui ne sont pas forcément énumérables. Et là, l'objectif, il était moins ambitieux que de les caractériser déjà. C'était de dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Il y a des moments où quand il y a des très très fortes affluences, je crois que des fois, ils ouvrent. Donc là, ça ne batche plus du tout. Là. Donc là, tu perds les données. Oui, les gens, là, avant de rentrer dans les stations, puis après, en sortant, il faut autre chose. Est-ce que tu as regardé, je ne sais pas, par exemple, ils peuvent aller dans des magasins acheter, ou ils peuvent consommer plus d'énergie, moins d'énergie quand ils s'en vont de chez eux.
Donc, est-ce que tu as déjà travaillé ou vu des travaux où justement on confronte ces données de déplacement avec d'autres données d'achat, de consommation J'ai vu des papiers sur les jeux de données de banque, donc où tu as à la fois des aspects spatio-temporels parce que tu as les dates d'achat et c'est des données où tu as aussi tel utilisateur était à tel endroit à tel moment. J'ai vu ça. Bon, je ne les ai pas tous vus, mais j'ai vu ça. Et là, tu as en plus directement accès à de la caractérisation d'achat. Donc il y a des publications là-dessus. Après, sur le croisement de ça avec d'autres données... On peut imaginer, par exemple, je complète juste, mais on peut imaginer de comprendre la destination d'une personne. Si on voit tout d'un coup l'énergie dans sa maison, la consommation d'énergie qui augmente, on a une manière, quelque part, de compléter les données de mobilité avec les données de consommation d'énergie. Je sais pas. Oui, puis on pourrait faire de la prévision aussi. Sur la consommation, tu veux dire? Sur la consommation, c'est-à-dire prévoir des flux d'arrivée, et puis du coup, si on a montré qu'il y a une corrélation avec des achats ou de la consommation d'énergie. Ouais, moi j'ai pas, ça me viendrait peut-être parce que la littérature est toujours très vaste. Ça me parle pas directement. Après, j'ai vu des choses sur utiliser ce genre de jeu de données pour caractériser des dynamiques dans les territoires et en particulier détecter des phénomènes de gentrification. Alors, ce n'est pas directement lié à ta question, mais c'est des phénomènes plus long terme où il y a une nouvelle population qui arrive dans les quartiers. Et d'essayer, sur du plus long terme, de suivre les évolutions pour essayer de détecter ce genre de choses. Mais là, c'est plus urbanisme et plus long terme. Après, ça doit exister, mais... Une petite question sur le clustering. On prend 4, 5, 6 clusters. Quelle méthode vous avez utilisée pour choisir 5, 6, 7? C'est la minimisation de la reconstruction? C'est parce que ça ressemblait pas mal avec ces valeurs-là? Alors, ça dépendait et je travaille sur ces questions-là, qui n'est pas une question facile. Alors, tu as des critères, en particulier, là, ce que je dis, l'intégrité de la clé de Criterion, c'est un critère intégré qui, du coup, va pénaliser les modèles trop complexes et va essayer de te faire une régularisation de manière à trouver tout seul un compromis intéressant en termes de complexité et attache aux données, avec des approches plus bayésiennes. Moi, ce sur quoi je travaille, d'un point de vue un tout petit peu plus théorique, c'est sur des approches comme ça. C'est bien, ça te donne souvent une borne sup intéressante sur ce qui t'intéresse. Et ce qui t'intéresse, c'est aussi toutes les versions un petit peu plus agrégées de tes résultats, qui sont parfois plus simples à interpréter. Donc je travaille là-dessus. Quand c'était LDA, ça a été fait avec de la perplexité, où là, c'est vraiment, tu as mis de côté une partie de ton jeu de données et tu calcules ta vraisemblance sur ton jeu de données de test. C'est passé dans une fonction non linéaire pour aboutir à un indicateur qui s'appelle la perplexité et qui te permet de faire de la sélection de modèles. C'est vraiment un problème qui n'est pas simple parce que tu n'es pas dans un cadre supervisé. Bien définir l'objectif en non supervisé, c'est compliqué et c'est souvent un compromis entre fidélité aux données et complexité du modèle. Tu peux essayer de le faire de manière automatique comme ça. Je vais rebondir sur l'aspect choix du non supervisé. Dans les analyses que vous avez montrées à la fin, il y a un certain nombre de choses que les experts sentaient. Par exemple, la corrélation avec l'ouverture de la fac, avec les vacances scolaires, les déplacements sur le match de foot, enfin des machins comme ceci. Alors, est-ce que vous pourriez recommander maintenant pourquoi vous choisissez systématiquement de laisser parler les données brutes sans mettre la connaissance a priori des experts? Alors, elle n'est pas complètement exclue, la connaissance des experts. Rien que dans les hypothèses qu'on fait, elle est toujours un petit peu là. On va quand même dire qu'il y a des groupes, il y a quand même des hypothèses. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'objectiver un peu avec les données cette connaissance experte. Et c'est aussi que parfois, il y a des petites surprises et on détecte des choses en plus qui n'étaient pas forcément connues ou si verbalisées que ça.
en particulier sur le découpage des matrices origine-destination. Quand je suis arrivé, j'ai dit, moi je prendrais, le modèle me dit de prendre une première matrice pour le début, une matrice pour la fin, et c'est ce qui lui paraît le plus pertinent pour résumer le modèle, pour résumer les données. C'est pas ce que les experts m'avaient dit. Donc ça laisse quand même une petite potentialité de surprise qui est difficilement là si on fait que de l'injection de connaissances expertes. Et puis je sais pas. Sur les données de validation, du coup, tu as mis de côté tous les titres unitaires qui ne te permettaient pas de suivre le déplacement précis des gens. Est-ce que tu as pu regarder si, ensuite, par rapport au volume de validation observé, tu retrouvais un peu les mêmes profils pour les validations anonymes que pour les validations smart card? Sur les profils de quoi? Sur les volumes dans les stations en moyenne, par exemple, ou si c'était des volumes vraiment très différents? Alors sur le clustering des profils des stations, là on ne se sert pas de l'identifiant de l'usager et on avait aussi les données de validation non télébillettique. Donc c'est les volumes entrants totaux aussi avec les billets. Je ne sais pas si c'était ça ta question. C'était finalement sur le profil général de la station, si tu peux en fait enlever tous les tickets dont tu connais l'identifiant pour voir si globalement le comportement des gens qui ont des tickets à validation unique va être très très différent de ceux qui ont des cartes que tu peux suivre. Oui, c'est sûr, c'est le cas. Il y a un comportement très différent. Après, en Ile-de-France, on ne les a pas. Et ici, on n'a pas fait cette analyse différenciée-là. Quand on pouvait travailler avec mais c'est intéressant, quand on a pu travailler avec les deux sources et qu'on était sur du comptage agrégé, on l'a fait. Et après, le deuxième travail, c'était plus sur la caractérisation des profils d'usagers, où là, ça ne fait pas sens si tu es sur du ticket unitaire. De toute façon, tu ne pourras rien en faire. Et on n'a pas fait, ça aurait été intéressant sur la problématique de clustering des stations, c'est ça, et en spatial. Ouais, mais là, sur ces données-là, on l'a pas travaillé particulièrement cette problématique-là. On l'a plutôt travaillé sur les Vélib, où là, tout le monde a une carte, enfin, tout le monde est dans la même base de données. À ma connaissance, dans Paris, dans le métro, on peut être tracé à l'entrée, mais on n'est pas tracé à la sortie, sauf dans le RER. À Londres, on est tracé à l'entrée, à la sortie. Est-ce que ça change quelque chose sur la gestion du métro londonien par rapport au métro parisien? Oui. Est-ce qu'on arrive à en tirer quelque chose, le fait d'avoir plus d'informations dans le métro londonien, à votre connaissance? Alors c'est sûr que c'est un contexte un peu plus sympathique si on a des matrices origine-destination un peu moins bruitées. Après, je ne sais pas dans quelle mesure les protocoles utilisés par TfL utilisent ces données-là pour mettre à jour leurs exploitations. Donc je peux pas répondre. Mais ils s'intéressent à même aller plus loin, puisqu'ils ont mis en place des expérimentations Wi-Fi pour en particulier lever une ambiguïté qui reste, même quand tu as l'origine et la destination, qui est le trajet que tu as pris. Où ils ont montré quand même que sur des origines-destinations très complexes, où il y avait beaucoup de chemins potentiels, les utilisateurs se répartissaient vraiment de manière pas si simple que ça à prédire. Et donc même si on a une origine-destination, il reste cette incertitude-là sur l'affectation, sur le trajet, qui n'est pas si simple à résoudre uniquement avec les données smart card. On peut imaginer que ça puisse donner quelques clés d'exploitation des gares, hein, si on sait en particulier que les gens sont sortis de la gare. Donc s'ils taguent en sortant, on peut faire un estimatif du stock des passagers encore présents dans la gare, plus fin que quand on fait juste la reconstruction où on ne sait pas exactement à quelle heure ils sont sortis et quelle heure ils sont...
Il y a aussi ça, c'est le fait d'avoir accès à des informations de temps de parcours via est intéressante. Mais après, j'avais demandé des données à TFL et je ne les ai pas eues. Mais ce serait intéressant ouais, d'avoir les heures de sortie. Y a-t-il encore des questions? Plus de questions? Bon, moi, je voulais d'abord remercier Étienne pour cette présentation éclairante et puis le féliciter.